Nous voici au cœur d'un des pouvoirs en France, avec cette photographie prise en haut des bancs de l'Assemblée nationale. Cette photographie a pour but d'introduire ce chapitre 2 de l'année en troisième sur la vie démocratique. Nous allons dans ce chapitre voir trois parties. La plus importante, c'est la vie politique. Ensuite, nous intéresserons à la vie sociale. Et enfin, à l'opinion publique et aux médias. Donc, en grand 1, la vie politique. Et tout d'abord, en A, nous allons voir les institutions de la Ve République. Comment fonctionnent donc les institutions de notre pays? Alors tout d'abord, petit rappel historique pour rappeler qu'en 1946, comme nous l'avons vu en histoire, la 4e République est créée donc suite à la libération. Elle ne va rester que 12 ans en place puisque la crise née de la guerre d'Algérie en 1958 permet le rappel au pouvoir du général de Gaulle qui va être à l'origine de la constitution de la 5e République. 5e République qui est la nôtre depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui. Donc pourquoi créer une 5e République? Eh bien, ce schéma de l'Assemblée nationale en 1956, donc pendant la 4e République, va nous aider à le comprendre. En effet, si on regarde, chaque couleur correspond à un parti, et l'on peut remarquer qu'aucun parti n'obtient la majorité, même deux partis ensemble n'ont pas la majorité des voix des députés, ce qui fait que sous la 4e République, très souvent, il devait y avoir des alliances de 3 voire 4 partis pour créer un gouvernement, et que sans arrêt, du coup, ces alliances se faisaient et se défaisaient, ce qui entraînait la chute des gouvernements, puisque l'Assemblée nationale pouvait faire démissionner un gouvernement. Donc le gouvernement qui a tenu le plus longtemps sous la 4e République a tenu 1 an, et on voit dans cette caricature le président de la République de l'époque qui doit changer de président du Conseil toutes les 2 heures. Bon, c'est exagéré, mais c'était un petit peu le cas. Hein. Les présidents du Conseil ne restaient très peu en place. Donc, voici maintenant le schéma de l'Assemblée nationale de 2012, telle qu'elle est encore présente aujourd'hui dans notre pays. Et l'on peut voir que, à l'issue de ces élections législatives, eh bien, le Parti socialiste et ses alliés possèdent plus de la moitié des députés, et qu'il y a en gros 2 partis qui ont l'essentiel des députés, les autres partis ayant peu de sièges. Donc quelle est la grande différence avec la 4e? C'est que là, très facilement, un parti peut gouverner pendant toute la durée de la législature, c'est-à-dire pendant les 5 ans où les députés sont en place, le gouvernement va être stable. On a pu noter entre 2007 et 2012 par exemple que le Premier ministre François Fillon est resté en place pendant les 5 ans. Il n'a pas été obligé de démissionner. Et là, si Jean-Marc Ayrault a dû démissionné en 2014, après 2 ans, c'est parce que c'est le président de la République François Hollande qui a choisi de changer de Premier ministre, ce n'est pas parce que l'Assemblée l'y a obligé. Donc la 5e République, comme la voulait de Gaulle, est un régime politique beaucoup plus stable, les gouvernements ne changent pas sans arrêt. Donc voici une affiche pour la constitution de la 5e République, pour le référendum, puisque cette constitution a été approuvée par référendum le 28 septembre 1952, donc les Français ont majoritairement dit oui, et en 1962, un nouveau référendum a permis que le président de la République soit élu au suffrage universel directement par les Français. Donc 62% de Français ont été d'accord avec cela. Donc voilà 2 points importants pour la mise en place de cette 5e République. Donc pour résumer, petit 1, donc la Constitution. La Constitution de la 5e République date de 1958 et a été rédigée à l'initiative du général de Gaulle qui voulait créer un régime politique stable. Elle a été approuvée par référendum par les Français, elle garantit les droits de l'homme et la souveraineté nationale, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Elle a été révisée plusieurs fois, soit par référendum, soit par vote du Parlement. Une constitution est un texte fondamental qui détermine la façon dont un pays est organisé et gouverné. C'est la loi principale d'un pays. Un référendum est un vote où la population répond par oui ou non à la question posée. Donc en France, on peut le voir avec ce schéma des institutions de la 5e République, les pouvoirs sont séparés, puisque le pouvoir judiciaire appartient à des juges indépendants, qui ne doivent pas recevoir d'ordre du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif appartient au président de la République, donc élu pour 5 ans, et au gouvernement. Et le pouvoir législatif appartient à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui forme le Parlement. Donc voici une photographie de l'Assemblée nationale, puisque nous allons maintenant nous intéresser au pouvoir législatif. Donc le pouvoir législatif, comment et par qui sont faites les lois? Donc le Parlement est composé de l'Assemblée nationale, qui regroupe 577 députés élus au suffrage universel direct, et les situe au Palais Bourbon, donc à Paris. Le Sénat, qui regroupe 348 sénateurs, est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que ce sont les
élus comme conseillers municipaux, conseillers généraux, députés qui élisent les sénateurs, et pas les Français directement. Il est situé au Palais du Luxembourg. Alors comment se crée une loi? Nous allons le voir avec le cheminement d'une loi. Donc l'initiative de la loi peut être proposée par soit le gouvernement, donc c'est ce qu'on appelle un projet de loi. Donc c'est un ministre concerné qui va proposer une loi, par exemple le ministre de la Justice qui propose une loi sur la justice. Ça peut être des sénateurs ou des députés qui font une proposition de loi qui va donc être proposée. L'exception à ça, c'est le référendum où là le président de la République propose directement une loi aux Français. Donc ce projet ou ces propositions de loi sont déposées à l'Assemblée ou au Sénat ou l'autre, puis la loi va être examinée. Alors elle est d'abord étudiée par une commission composée de parlementaires, députés ou sénateurs, qui fait un rapport. Ce rapport est présenté à la Chambre, dans l'Assemblée, et des changements qui sont appelés des amendements peuvent être proposés par rapport à cette loi. La loi et les amendements sont ensuite débattus dans une des assemblées, puis votés l'un après l'autre. Le texte de la loi voté est ensuite envoyé à l'autre assemblée qui débat et vote à son tour. Comme cette deuxième assemblée peut faire des changements, le texte retourne ensuite à la première, il peut ainsi faire l'aller-retour entre les deux assemblées, à chaque fois en prenant en compte les changements, c'est ce qu'on appelle la navette. Si au final les deux assemblées n'arrivent pas à un accord, une commission qui mélange des députés et des sénateurs cherche à trouver un accord. Si ça marche, eh bien la loi va être acceptée telle quelle. Si ça ne marche pas, l'Assemblée nationale a le dernier mot, et c'est elle qui décide. Alors une fois que le texte de loi est voté par les deux assemblées, de la même façon, il est donc voté par le Parlement, la loi peut être adoptée. Alors pour qu'elle soit adoptée, parfois le Conseil constitutionnel intervient s'il est saisi par des parlementaires ou le Premier ministre, et dans ce cas-là, il peut refuser la loi si elle n'est pas conforme à la Constitution, si elle ne respecte pas le principe d'égalité, par exemple, des citoyens, ou si elle ne respecte pas un des principes énoncés en début d'année sur de la République. Donc beaucoup de lois ne passent pas par l'intermédiaire du Conseil constitutionnel, et le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours, c'est-à-dire qu'en fait il la signe, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire, il peut pas ne pas la signer. Ensuite, la loi est publiée à ce qu'on appelle le journal officiel, le JO, qui permet de la faire connaître à tous. Elle entre en vigueur une fois que le gouvernement a publié les décrets d'application, c'est-à-dire les textes qui précisent comment la loi doit être appliquée. Donc on voit que le cheminement est assez long, il peut durer parfois plus d'1 an avant que cette loi soit appliquée, voire parfois encore on peut rajouter plusieurs années avant les décrets d'application. Alors quelques exemples de lois, par exemple tous les ans le Parlement adopte le budget de l'État, c'est-à-dire que sénateurs et députés votent les dépenses et les recettes qui sont prévues. De nombreuses lois sont votées chaque année, il y a eu de nombreuses lois depuis pas mal d'années sur la délinquance par exemple, sur la sécurité routière, il y a des lois sur les impôts, assez récemment il y a eu la loi sur le mariage pour tous, etc. En gros il y a des lois sur tous les sujets qui peuvent nécessiter des règles dans le fonctionnement de la société française. Alors maintenant, cette photographie du Palais de l'Élysée va nous permettre de parler du pouvoir exécutif. Donc le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qui exécute les lois et dirige le pays. Donc j'ai mis ici des extraits de la Constitution qui rappellent le rôle à la fois du président et du Premier ministre. Il faut rappeler que le président de la République est chargé de faire respecter la Constitution et qui doit faire fonctionner les pouvoirs publics, l'État, et surtout il est le garant de l'indépendance du pays, il doit protéger le pays notamment grâce à l'armée, de l'intégrité du territoire, mais aussi du respect des traités que la France a signés avec les autres pays. Donc pour résumer sur le président de la République, c'est le chef de l'État, donc il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, il réside au Palais de l'Élysée à Paris, et il représente la France dans le monde. Il dispose seul de certains pouvoirs, c'est-à-dire que tout seul, il nomme le Premier ministre et les ministres du gouvernement. Souvent, il nomme les ministres en accord avec le Premier ministre qu'il vient de nommer. Il a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'obliger à de nouvelles élections législatives pour élire de nouveaux députés. Il peut proposer un référendum, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, il partage d'autres pouvoirs avec d'autres institutions. Par exemple, c'est le Parlement qui a le pouvoir de déclarer la guerre, mais c'est le président qui est le chef des armées, c'est-à-dire qui dirige l'état-major de l'armée française. Pour libérer un détenu, il a le droit de grâce, pas tout seul, puisqu'il doit consulter auparavant le Premier ministre et le ministre de la Justice, c'est-à-dire qu'il peut libérer un détenu qui ne serait pas coupable en attendant qu'il ait un nouveau procès, par exemple. Il signe les décrets du gouvernement et les lois du Parlement, et c'est lui qui préside le Conseil des ministres, qui a lieu à l'Élysée en général tous les mercredis. Alors, deuxième partie du pouvoir exécutif, c'est le gouvernement.
Le gouvernement est composé du Premier ministre, qui réside à l'hôtel Matignon à Paris, et de ses différents ministres. Alors il y a le ministre de l'Intérieur qui s'occupe de la police, c'est de la gendarmerie par exemple, le ministre de la Défense qui s'occupe de l'armée, le ministre de l'Éducation qui s'occupe de tout ce qui est éducation, donc ça va des universités, aux primaires, aux collèges, lycées, le ministre de la Justice, etc., avec des ministres de l'Environnement par exemple, ou le ministre des Affaires étrangères. Donc le rôle du gouvernement, c'est de déterminer, de conduire la politique de la nation. Alors c'est-à-dire qu'en gros, il fait appliquer les lois, il dirige le pays, c'est lui qui dirige l'administration, c'est-à-dire tous les fonctionnaires qui travaillent pour l'État, et il assure le fonctionnement justement de l'État. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, et celle-ci peut l'obliger à démissionner en votant une motion de censure. Dans ce cas-là, il faut que plus de la moitié des députés votent contre le gouvernement, chose qui a peu de chances d'arriver maintenant, puisque quand un parti a la majorité des élus à l'Assemblée, il y a peu de chances que les députés élus de ce parti fassent démissionner le chef du gouvernement qui est du même parti qu'eux. Le gouvernement est donc issu de la majorité à l'Assemblée nationale. Si cette majorité n'est pas du même parti que le président, c'est ce qu'on appelle la cohabitation. Par exemple, elle a eu lieu avec Jacques Chirac, qui était un président RPR qui a eu un premier ministre du PS, le Parti Socialiste, entre 1997 et 2002, qui était Lionel Jospin. Pareil, il y a peu de chances qu'il y ait de nouvelles cohabitations aujourd'hui, puisque le président étant élu maintenant 5 ans au lieu de 7, comme l'Assemblée nationale, ils sont élus la même année, et il y a donc peu de chances que les électeurs votent pour un président d'un parti, et ensuite pour une majorité de députés d'un autre parti. Donc voilà, nous avons terminé pour cela. Pour bien connaître ce sujet, ça peut être intéressant de apprendre ce schéma sur les institutions de la Ve République, qui résume qui fait quoi et qui a autorité sur qui. Voilà, nous avons terminé pour cette grande partie.